L'arme la plus chère de l'histoire, ce n'est ni la bombe nucléaire, ni le dôme de fer israélien, pas même un porte-avions. L'arme la plus chère de l'histoire entière de l'humanité mondiale, c'est l'avion de chasse F-35 Lightning II. Alors on ne parle pas de coût unitaire, évidemment. Un F-22 coûte environ 300 millions de dollars par unité, alors qu'un F-35 ça se brade à 90 millions de dollars. Une bonne affaire. Pour vous donner une idée, un Rafale, en fonction du modèle, coûte entre 50 et 100 millions d'euros. De plus, la durée de vie d'un Rafale est excellente car il est resté parmi les plus performants, sinon le meilleur, dans sa catégorie. Sa durée de vie s'est étalée sur 2 générations, la 4e et la 5e. Bon, ce qui rend le F-35 si absurdement cher, c'est son développement. Une idée de l'ordre de grandeur ? 400 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de la Norvège ou du Qatar. À ce prix-là, vous pouvez acquérir presque 3 stations spatiales internationales à seulement 150 milliards de dollars. Et c'est pas fini. Si on inclut l'entretien, alors le budget crève le plafond. Pour que la flotte de F-35 soit opérationnelle en permanence, c'est-à-dire les réparations, le carburant, les mises à niveau, les munitions embarquées, la formation des pilotes, le coût total d'un F-35 dépasse les 1100 milliards de dollars. En français, à cette échelle, on parle de billions. C'est plus de la moitié du budget total de l'Union européenne. D'après le FMI, c'est le PIB du Nigeria ou du Pakistan. Et bien que développé par une entreprise privée, les fonds finançant ce projet sont réglés par le contribuable états-unien, britannique, néerlandais et d'autres pigeons. Alors pourquoi le budget alloué à ce projet est si conséquent? Je vous rassure, on se pose aussi la question à Washington. Et ce n'est pas une préoccupation uniquement démocrate. Même le feu sénateur John McCain, une star du parti conservateur, et Donald Trump ont sévèrement critiqué le programme F-35 et aujourd'hui encore, ça fait couler beaucoup d'encre. Quelles sont les particularités du marché de l'armement états-unien? Le F-35, c'est un cas d'école pour le comprendre. Un avion pour les gouverner tous. Alors ça peut sembler contre-intuitif, mais l'idée initiale du F-35, c'est de faire des économies. Au début des années 90, à la suite de l'effondrement de l'URSS, les États-Unis se retrouvent avec un arsenal très avancé, mais surtout complètement inutile. Du coup, l'armée états-unienne et certaines de ses alliés ont décidé d'optimiser les coûts, notamment concernant leur flotte aérienne. Comment? Alors déjà, en élaborant un programme commun à plusieurs armées. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et les Pays-Bas notamment ont mis leurs plus brillants esprits au service du Joint Strike Fighter Program. Et en ce qui concerne les cahiers de charges, il était pour le moins difficile de concilier tout le monde. Ce nouvel avion de chasse devait répondre aux besoins de tout le monde. De cette façon, les pays clients pourraient passer une commande beaucoup plus importante auprès du fournisseur et réaliser ainsi une économie d'échelle. Ils ont donc formulé une multitude de souhaits pour répondre à plusieurs usages, mais à partir d'un seul modèle. Sauf qu'habituellement, chaque avion de chasse est conçu pour un usage bien précis. Le Harrier britannique remplit à la perfection la mission d'appui aux troupes au sol, car il peut décoller et atterrir verticalement. Bon, d'un point de vue pratique, c'est pas non plus un énorme avantage, car il ne peut pas faire feu pendant qu'il plane sur place, et il ne peut flotter que quand il pèse suffisamment léger, c'est-à-dire après avoir largué ses bombes et consommé une grosse partie de son carburant. Mais il peut se poser sur des terrains relativement escarpés ou difficiles d'accès. Alors on n'est pas dans Top Gun ou les Chevaliers du Ciel. Les affrontements, ça se joue sur la furtivité, la portée des missiles et la performance des radars embarqués. Mais n'empêche qu'un F-16, un Rafale, un Gripen suédois du groupe Saab ou qu'un Sukhoi Su-27 fera mieux le taf. Du coup, si vous voulez des VTOL pour Vertical Takeoff and Landing, vous devez aussi compter sur des avions de chasse légers et supersoniques. Du coup, ça nécessite plus de personnel de maintenance et de pièces pour chacun des modèles de chasseurs que vous possédez. Ça commence à chiffrer haut là. Les indispensables de cet avion tout-terrain, c'était donc primo, pouvoir franchir le mur du son, secondo, décoller et atterrir à la verticale, et tertio, être furtif, très furtif, indétectable même. Alors dans les années 90, plusieurs avions répondaient déjà partiellement à ces prérequis, mais aucun ne réunissait l'ensemble de ces caractéristiques. Du coup, un appel d'offres public est lancé et c'est en 2001 que le vainqueur des enchères est désigné. L'équipe Lockheed Martin remporte le concours Joint Strike Fighter. Dès l'annonce de sa sélection, le cours de bourse de l'action Lockheed Martin s'est multiplié par 6. Et c'est pas de la spéculation boursière. L'entreprise a été choisie pour développer un aéronef destiné à remplacer presque toutes les flottes de chasseurs des États-Unis et des nations alliées. Le Pentagone à lui seul a commandé plus de 2400 chasseurs, une poule aux œufs d'or pour Lockheed Martin. Mais la période de grâce a été de courte durée. Une Lada au prix d'une Rolls.
Le F-35 avait tout pour plaire sur le papier. Il était furtif, supersonique, pouvait décoller et atterrir verticalement et embarquer une technologie de pointe. Les États-Unis et ses alliés avaient préparé une enveloppe de 298 milliards de dollars. Mais c'est côté production que les problèmes sont apparus. Pour commencer, il n'y a pas un modèle unique de F-35. On en compte 3. Le F-35A pour le combat aérien, le F-35B pour l'atterrissage et le décollage à la verticale, et le F-35C avec des ailes repliables destinées au porte-avions. Bien que très ressemblants visuellement, chacun de ces modèles présente des caractéristiques propres, ce qui implique des conceptions différentes et l'adaptation des logiciels embarqués. Et on revient ainsi à l'un des problèmes initialement évoqués que l'on retrouve dans les flottes trop diversifiées, à savoir un personnel de maintenance spécialisé pour chaque appareil. Et ça se complique. Lockheed Martin a adopté une stratégie de développement concurrentiel, c'est-à-dire que la compagnie mettait en vente des avions non aboutis. L'idée, c'est de les améliorer progressivement et ainsi accélérer la production plutôt que de les produire massivement une fois le concept définitivement développé. Mais cette stratégie fut un échec. À chaque nouveau modèle, son lot de problèmes et donc des retards, et le temps, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Les coûts du programme F-35 passent à 406,5 milliards de dollars selon les dernières estimations. On est passé de presque 300 à plus de 400 milliards de dollars. De nombreuses personnalités pointent le manque d'incitation de l'entreprise à optimiser les coûts. Ils ont un chèque en blanc et personne ne va couper les vivres, les pertes seraient encore plus lourdes. Et le développement n'est pas le seul gouffre financier auquel les pays membres du programme F-35 doivent faire face. Les coûts de vol et d'entretien sont également substantiels. Le pilotage d'un chasseur F-15EX dérivé du F-15 mis en service en 2021 coûte environ 28 000 dollars de l'heure. Un F-35 Lightning II, ce sont plus de 45 000 dollars de l'heure. Alors, est-ce qu'il y a déjà des F-35 en service? Eh bah, depuis 2015, les premiers F-35 prêts au combat sont dans les airs. Mais plus de 20 ans après que Lockheed Martin n'ait remporté l'appel d'offres, des milliers d'avions doivent encore être produits et livrés. Mais est-ce que ces performances réelles justifient ce coût de production ahurissant? Un supercalculateur supersonique. Le casque du F-35, développé par la joint venture RC-EVS, c'est la pièce maîtresse de l'avion. Affichage tête haute, rayon X, j'ai hâte d'avoir pareil sur ma moto. Chaque unité vaut plus de 400 000 dollars. Alors qu'est-ce qui le rend si spécial? Est-ce qu'il donne un réel avantage au pilote sur ses adversaires? Il permet de voir au-delà du fuselage de l'avion, un peu comme dans un jeu vidéo à la troisième personne quand on conduit une voiture, grâce aux très nombreux radars du F-35. Ce F-35, c'est un supercalculateur qui peut se déplacer jusqu'à Mach 1.6. Et les retours d'expérience sont excellents. Déjà, les commandes vocales sont plus du niveau de Jarvis dans Iron Man que de Siri ou de OK Google, ou pire, d'Alexa et de Bixby. Mais comme dans les applications d'usage civil, une véritable révolution réside dans la collecte et le partage d'informations en temps réel par le F-35 avec le support au sol et les aéronefs alliés. Un gain considérable en efficacité. Plus besoin de prévenir votre coéquipier de la présence d'un ennemi à 14h, il s'affiche directement sur son affichage tête haute. Quant aux techniques de pilotage du F-35, ça tombe sous le sens que tout est fait pour assister le pilote au maximum, surtout durant les phases critiques de combat ou d'atterrissage. Durant ces phases de décollage et d'atterrissage à la verticale, la charge mentale du pilote de arrière est démentielle. Il doit gérer la manette des gaz, l'altitude et la stabilité de son engin. Évidemment qu'il ne peut pas en plus utiliser les dispositifs de mise à feu de son avion. Le pilote de F-35, lui, au calme. Et durant les dogfights, le pilote doit conserver le contrôle sur son avion, avoir conscience de son environnement spatial, de la présence et de l'emplacement exact de ses adversaires et de ses alliés, d'être en position avantageuse pour ouvrir le feu tout en évitant la ligne de mire. C'est un vrai chaos que le F-35 permet d'atténuer en grande partie en traitant les données radar et en les traduisant pour le pilote. Et comme je vous le disais, il peut en même temps partager des infos avec la cavalerie, l'artillerie et d'autres avions en vol. L'intérêt? Une triangulation en temps réel pour localiser et neutraliser rapidement les menaces. Vous vous doutez bien que le développement de ce logiciel ultra performant a quelque peu impacté le temps et le coût de production du F-35. Le F-35 n'est donc pas un simple avion, c'est un super ordinateur qui confère un énorme avantage à son utilisateur. C'est un mini satellite troposphérique, sauf qu'on n'étudie pas les étoiles, on bombarde les positions ennemies. Et penchons-nous à présent sur une autre de ses caractéristiques principales, sa furtivité. Tous les modèles de F-35 sont capables de voler sans être détectés par un radar ou une caméra thermique.
Un moteur d'avion supersonique, ça chauffe grave. Dissimuler l'empreinte thermique par une caméra thermique nécessite une véritable merveille d'ingénierie. Mais il peut aussi se faire repérer volontairement en se faisant passer pour un autre type d'appareil, du style un avion civil, que ce soit un Cessna Bipal ou un avion de ligne. Tout ça pour dire que le F-35 est un bon avion avec une durée de vie de plus de 40 ans. En 2060, on entendra encore parler des F-35, même si on aura d'autres engins de 5e génération, voire de 6e génération. Alors quel va être son impact sur les conflits modernes ? Un signal pour la Chine. Selon les informations disponibles à l'heure actuelle, le F-35 n'a pas de rival. Son concurrent le plus proche serait le J-20 chinois. Mais d'après les experts, ce modèle est loin derrière le F-35 en termes de performance. Ceci dit, le F-22 est de loin supérieur à bien des égards, mais il n'est disponible qu'aux États-Unis et coûte plus de 300 millions de dollars par unité. Le F-35 est donc destiné à être le chasseur de référence pour la quasi-totalité des alliés des États-Unis. D'ailleurs, les premiers à déployer le F-35 en zone de conflit ont été les Israéliens. Mais le F-35, c'est aussi un pied de nez à la Chine. Étape finale pour l'acquisition par Singapour de 4 F-35, des avions à réaction devant être livrés vers 2026. Les États-Unis donnent le feu vert à l'achat de 23 milliards de dollars de F-35 par le Japon. Le Japon, Singapour et la Corée du Sud. Ces pays asiatiques renouvellent toutes leurs flottes aériennes avec des F-35 états-uniens, un chasseur bombardier espion avec lequel la Chine ne peut pas rivaliser, du moins pour le moment. Et ce, malgré l'existence d'une industrie domestique avec le Mitsubishi F2 et le Kai FA50. Ainsi, les pays dans le voisinage immédiat de la Chine se dotent d'une véritable capacité de dissuasion contre le géant asiatique. Le F-35, en plus de constituer un atout majeur dans l'arsenal militaire états-unien, répond aussi à des objectifs géopolitiques. Il en va de même en Europe où presque tous les pays de l'OTAN ont acheté ou envisagent d'acheter des F-35 pour moderniser leur flotte de chasseurs. Pourtant, l'Union européenne dispose de ses propres chasseurs, l'Eurofighter Typhoon, issu d'un consortium réunissant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, ainsi que le Rafale français et le Gripen suédois. Le cas de la Turquie est un peu à part parce que le gouvernement états-unien a décidé de l'exclure du programme F-35 en réponse à la décision de l'ex-empire ottoman de se doter du système antimissile russe S-400. La Turquie a donc lancé le développement de son propre chasseur de 5e génération, le TFX Fighter, tout en s'intéressant aux Su-35 et Su-57 russes et aux J-10 chinois. Ce n'est pas Lockheed Martin qui décide de la vente ou non du F-35 à des puissances étrangères, mais le Congrès, ce qui n'empêche pas la société de tout mettre en œuvre pour faire pression sur le Congrès en accentuant son rôle dans le tissu industriel. Car oui, ce sont presque 150 000 emplois, donc tout autant d'électeurs ainsi que leurs familles qui dépendent du programme F-35. On désigne ce procédé l'ingénierie politique. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas les États-Unis de venir mettre leur nez dans les affaires françaises. Après l'affaire de la vente avortée de sous-marins français à l'Australie fin 2021, la Suisse a opté pour 36 F-35, soit 4,6 milliards d'euros en lieu et place du Rafale du français Dassault, alors que tout portait à croire qu'un accord serait signé avec ce dernier. Ça s'était déjà produit par le passé avec la Finlande qui avait signé pour 8,4 milliards d'euros pour 64 F-35. Heureusement pour le fleuron de l'aéronautique militaire français, Dassault conserve malgré tout un carnet de commandes assez rempli après avoir annoncé récemment la vente de 30 Rafales au régime égyptien d'Al-Sisi, 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis de MBZ et 42 Rafales à l'Indonésie. Pour l'instant, la priorité européenne pour gagner en indépendance stratégique passe par le développement d'un chasseur hispano-franco-allemand de 6e génération, le SCAF, ou encore l'italo-britannico-suédois Tempest pour le système de combat aérien futur pour concurrencer leurs rivaux russes, chinois et états-uniens. D'ailleurs, en marge du conflit russo-ukrainien, la Pologne a annoncé livrer à l'Ukraine certains de ses propres MiG d'origine russe. Il n'est pas à écarter que les États-Unis qui ont donné leur feu vert à cette opération aient l'intention à l'avenir de livrer des F-35 à la Pologne. Alors il reste encore quelques années avant que Lockheed Martin ne soit en mesure de livrer toutes les commandes qui lui sont passées. Mais le F-35 suscite la convoitise de nombreuses armées alliées des États-Unis et effraie ses adversaires, ce qui peut aussi être contre-productif car cela risque de stimuler la course à l'armement pour la suprématie aérienne. Et vous, quel est votre sentiment sur le F-35? Est-ce que la France devrait faire l'acquisition d'au moins quelques modèles? Est-ce que l'avantage stratégique que confère cet avion justifie son coût exorbitant? Dites-moi tout, et pour citer l'aviateur Otto Lilienthal, inventer un avion n'est rien, le construire c'est un début, voler c'est tout.